Il y a des courses où tout se passe bien. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. Victoire de Pierre Gasly. Et il y a cette course. Il y a des dimanches où les pilotes roulent et il y a des dimanches où les pilotes survivent. Le 6 avril 2003, au circuit d'Interlagos au Brésil, est l'un de ces jours où rien ne se passe comme prévu. Pluie, abandon, crash, voiture en feu. Ce jour-là, le ciel brésilien s'apprête à transformer 71 tours de course en 71 tours de pure folie. 4 safety cars, un virage 3 meurtrier, 20 pilotes sur la ligne de départ, pourtant que très peu passeront la ligne d'arrivée. 2003, une saison qui change tout. Après la domination écrasante de Ferrari en 2002, de nouveaux règlements mis en place par la FIA remettent les compteurs à zéro. Résultat, Ferrari n'a encore rien gagné cette saison. Schumacher et Barrichello arrivent donc affamés pour ce 3ème GP, mais ils ne sont plus seuls dans la course au titre. Les jeunes loups Kimi Raikkonen et Fernando Alonso montent en puissance. C'est donc pour ce 3ème GP que tous les regards se portent vers ce circuit exigeant et rapide. Dès la première séance de qualification, une pluie torrentielle s'abat sur le circuit, au point où plusieurs pilotes signent une pétition pour annuler la seconde séance. Coulthard, Trulli et Schumacher le voient bien, le risque d'aquaplaning est bien trop grand. Pourtant, ça ne suffira pas. Mais ces qualifs nous offrent des places sur la grille de départ bien différentes de d'habitude. Schumacher est P7, Juan Pablo Montoya est P9, et entre les deux se glisse Giancarlo Fisichella avec sa Jordan qui signe son meilleur résultat en qualif de la saison. C'est sous les acclamations de la foule que se retrouve la Ferrari de Barrichello en pole position. Le Brésilien commencera premier à domicile, suivi de la McLaren de Raikkonen et la Jaguar de Mark Webber. Nouvelle règle pour 2003, les équipes doivent désormais choisir un seul type de pneus pluie pour le week-end, intermédiaire ou pluie extrême. Et première mauvaise décision, toutes les équipes ont opté pour des pneus intermédiaires, mal adaptés à l'eau stagnante. Dans le paddock, la tension monte, la pluie redouble d'intensité à l'approche du départ, les mécaniciens terminent leurs préparatifs stressés, sans savoir ce qui va réellement se passer. Dans le cockpit, les pilotes attachent leur harnais, concentrés, mais conscients que le moindre faux pas les enverrait dans le décor, où chaque mouvement doit être millimétré. Alors ils attendent, retiennent leur souffle, guettant le ciel qui n'est pas prêt de se dégager. Mais aucun d'eux n'imagine l'ampleur du chaos qui va s'installer durant cette course. Qui sortira indemne? Et dans un tel enfer, il faut bien garder un œil sur le temps. Parce que dans ce genre de course, chaque seconde peut faire la différence. Alors quoi de mieux qu'une montre Holzkern? Et justement, j'ai l'honneur de vous présenter la première collaboration de la chaîne avec cette entreprise autrichienne familiale qui transforme les matériaux naturels en magnifiques bijoux et montres. Que ce soit du bois noble comme du noyer, du marbre, de l'onyx ou encore des métaux précieux comme du lapis-lazuli, tout y passe. Chaque pièce est différente parce que chaque matériau a son propre grain, sa propre histoire. Moi par exemple, je porte la Moonrise en marbre gris et franchement, c'est pas seulement une montre, c'est un objet qu'on prend plaisir à regarder sans même vouloir lire l'heure. Et surtout, c'est le cadeau parfait. L'été arrive, alors avec plus de 1000 designs disponibles pour hommes et femmes, que ce soit un collier, un bracelet ou une montre, il y a forcément quelque chose qui plaira. Pour un anniversaire, une date spéciale ou même pour quelqu'un qu'on aime. Et ça peut être toi aussi. C'est élégant, original et ça se démarque de toutes les montres qu'on peut voir partout. Alors avec mon code BEFORECARS, tu as 15% de réduction sur tout le site. Tu peux même scanner le QR code juste ici. Et t'en fais pas, la livraison est gratuite et c'est garanti 2 ans. D'ailleurs, si un produit ne te convient pas, les retours sont également gratuits. Je te mets le lien en première ligne de description, mais attention, chaque modèle est produit en petite quantité. Donc si un design te plaît, ne traîne pas trop. Bon, retour en 2003 à Interlagos. Le ciel est toujours noir, les moteurs chauffent et une pluie infernale continue de s'abattre sur la piste. Une décision tombe. Le départ se fera sous safety car, la direction de course retarde le départ de 15 minutes en espérant que les déluges se calment. Mais 14h15, toujours pas d'amélioration. Les feux s'éteignent et la voiture de sécurité s'élance en tête. C'est 8 tours qui vont être effectués pour sécuriser au maximum la piste. Dans chaque cockpit, la visibilité est quasi nulle entre buées de leur visière, les pilotes sont agrippés au volant, tentant de garder la trajectoire. Le public, lui, retient son souffle, un sentiment étrange s'installe entre excitation et crainte. Un mauvais pressentiment se fait ressentir. Pendant ce temps, Giancarlo Fisichella tente un arrêt stratégique pour ravitailler et changer de pneus. Mais cette décision le fera passer de la 8ème à la 19ème place. Fin du 8ème tour, la pluie commence légèrement à faiblir. C'est le moment de la relance. Barrichello tente une ruse, il freine le peloton avant la dernière courbe en espérant surprendre ses poursuivants. Mais sa tactique se retourne contre lui. David Coulthard bondit hors de l'aspiration et au freinage du premier S de Senna, la McLaren plonge à l'intérieur et double la Ferrari.
Et un tour plus tard, c'est au tour de Raikkonen de dépasser. Avec Kimi Raikkonen qui a mis la pression sur Rubens Barrichello et qui a pris l'avantage. Montoya de son côté réalise une remontée phénoménale, parti en 9ème position, dépasse à son tour Barrichello et se place juste derrière les McLaren. Une première bataille de tête s'engage, Raikkonen, concentré, les yeux rivés sur son coéquipier, n'a qu'une obsession, le dépasser et prendre la tête. Alors aveuglé par l'eau, sa monoplace aux limites de l'asphalte mouillé, il maintient le cap et seulement au 11e tour passe devant Coulthard. Il retarde son freinage, Raikkonen il plonge à l'intérieur dans le S de Senna. Alors attention, il prend l'ascendant, il réussit à maintenir la monoplace sur la bonne trajectoire. Montoya, de son côté, par une manœuvre impressionnante, l'attaque à son tour, cette fois par l'extérieur. Un pari extrêmement risqué à une telle vitesse, sur une piste où la traction et l'appui de la voiture sont quasi inexistants. Et pourtant, Montoya est désormais second. Mais les événements vont rapidement changer et s'assombrir. Le virage 3 n'inspire pas confiance, des rivières d'eau stagnent sur ce long gauche, Curvadosol est traître et s'apprête à s'attaquer au pilote. Les premières victimes arrivent au 11e tour, Ralf Schumacher et Jarno Trulli partent en tête à queue. Heureusement, rien de grave pour cette fois, mais ça sonne comme un avertissement. Pendant ce temps, Michael Schumacher remonte, dépasse Barrichello et son problème moteur, puis Mark Webber, et poursuit son ascension sur Montoya. Le meilleur en vol, il s'était accroché à l'extérieur. Schumacher, il lui a rendu la monnaie de la pièce. Attendez, il n'est pas encore passé. Réaccélération impeccable, c'est passé très très proche entre les deux. Atteignant la dernière place du podium. Mais alors que la course commençait à se stabiliser, la suspension de la Jordan de Ralf Firman se brise à 250 km/h. Dans sa perte de contrôle, il entraîne la monoplace de Panis qui n'avait rien demandé et vient s'écraser sur la barrière de sécurité. Une nouvelle safety car fait son apparition, offrant un pit stop gratuit à tous les concurrents. Seul Raikkonen décide de rester en piste. Petit point rapide sur le classement, 4 personnes sont déjà out. Nick Heidfeld est sorti par abandon dû à un problème moteur au tour 8. Justin Wilson s'est sorti par aquaplaning au tour 15 et les deux autres dans le crash du tour 17. Le top 3 ne bouge pas, Raikkonen mène la danse, suivi de Coulthard et Michael Schumacher. On note quand même une remontée à la 13e position de Fisichella, parti, je rappelle, 19. Bon, le tour 22 peut commencer et Barrichello ne perd pas de temps. Il tente un dépassement sur D'Amata par l'extérieur en toute finesse. 24e tour, Montoya, 6e, tente de remonter. Il pousse ses freinages, attaque fort dans les virages, il a confiance en sa voiture, confiance en ses capacités. Pourtant, virtuose sous la pluie, l'un d'entre eux ne va pas le laisser ressortir indemne. La malédiction du virage 3 s'abat de nouveau, emportant la monoplace du pilote Williams et l'emmenant s'écraser dans la barrière de sécurité. Un aquaplaning qui ne pardonne pas, où le pilote, piégé, ne peut s'en séparer, voué au crash. Sauf que cet accident va rapidement s'empirer, arrive à plus de 150 km/h, Pizzonia alors en duel avec D'Amata. Sauf que le destin va encore une fois frapper et l'envoyer se fracasser sur Montoya. Personne de blessé, tout va bien. Sauf que la course continue, le danger est toujours autant présent dans ce virage, mais cette fois, à l'arrivée, ce n'est plus le mur extérieur mais 2 monoplaces et un camion de grue, qui attendent patiemment à la réception de la prochaine voiture. Une sortie de piste et les conséquences peuvent drastiquement changer, jusque-là les pilotes sont sains et saufs, mais jusqu'à quand ? Une scène qui ressemble au tragique 5 octobre 2014, une similitude que tout fan de F1 redoute le plus. Mais pas de safety car, la course continue. Et les 4 premiers se livrent une bataille acharnée. Raikkonen défend sa première place, suivi de Coulthard. Schumacher de son côté tente de monter les marches du podium, mis sous pression par son coéquipier Barrichello, revenu à la 4e position. Aucun de ces pilotes ne peuvent relâcher le rythme au risque de se voir dépasser. Ils doivent donc tenir et tout donner. La piste maintenant devenue un peu plus sèche, les vitesses grandissent, les prises de risque plus importantes, le virage 3 toujours inondé, attend sa prochaine victime. Schumacher perd à son tour le contrôle et miraculeusement évite le carambolage. Ça y est, une nouvelle safety car entre en piste, la 3e jusqu'à maintenant, et cette fois-ci c'est au tour de Raikkonen de rentrer dans les stands. Coulthard prend la tête suivi de Barrichello. Cette fois-ci, sur les 20 pilotes, seulement 13 sont encore en piste. La course reprend donc, mais pour peu de temps. Justin Wilson, alors 8ème, abandonne lui aussi sur aquaplaning sous les yeux dégoûtés de son patron, qui pensait pouvoir atteindre une victoire historique pour Minardi. Les accidents s'enchaînent. Tour 33, Jensen Button perd à son tour le contrôle dans Curvadosol et détruit sa monoplace toujours contre le même mur maudit. Les commissaires n'en reviennent pas. Sur le terrain trempé d'Interlagos, un cimetière mécanique est en train de se former. Les drapeaux jaunes volent de partout. À la radio, des messages affolés entre pilotes et stands signalant des débris, de l'aquaplanage à chaque virage. La tension monte, la peur s'empare des pilotes restants. Plus que 11 en piste, 4e safety car de sortie, et pourtant, on est encore loin du pire de cette course.
Malgré tout, l'épreuve continue, Barrichello n'a pas dit son dernier mot. Le Brésilien remonte ayant profité des neutralisations pour chausser des pneus plus adaptés et se place en deuxième position derrière la McLaren. La foule brésilienne est en furie, le chaos règne, mais pourtant une course de folie est en train de se dessiner sous leurs yeux. Le héros local fait à nouveau briller, une lueur d'espoir. Petit point classement à la relance, Raikkonen est maintenant 5ème, devancé par Alonso, Giancarlo Fisichella est maintenant 6ème et Barrichello est prêt à tout donner pour enfin remporter à domicile. Au tour 37, Raikkonen se réveille. Concentré, imperturbable, réalise un dépassement parfait sur Alonso et enchaîne directement avec Ralf Schumacher par l'extérieur. C'est de toute beauté. Kimi's on the left. Ralph keeps his foot in it. Kimi tries the outside line. Can he keep it round? Yes! What a move! Au tour 44, c'est au tour de Mark Webber de perdre le contrôle de sa monoplace et parvient in extremis à reprendre le contrôle, évitant le mur de justesse. Tour 45, après de multiples neutralisations, les survivants de cette course folle entament le dernier tiers de l'épreuve. En tête depuis un long moment, Coulthard fatigue. Ses pneus Michelin sont usés, la piste commence à sécher par endroits. À l'affût derrière lui, Rubens Barrichello sait que son heure arrive. Le Brésilien observe la McLaren qui dérape de plus en plus dans les virages rapides, et puis c'est l'erreur. Coulthard freine trop tard à l'entrée du premier virage et sort large, deux roues hors trajectoire. Barrichello plonge immédiatement dans la brèche et s'empare de la tête de course. Ah, Rubens Barrichello qui passe, c'est fait. Le public explose. Il y est arrivé. Il faut maintenant tenir et la victoire est imminente. Dans les stands Ferrari, les mécaniciens se serrent les uns contre les autres, les yeux rivés sur les écrans de chronométrage. Barrichello repousse les limites, enchaîne les tours rapides malgré l'horreur de la piste. Jean Todt croise les doigts. La malédiction de Barrichello va-t-elle prendre fin ? 2 tours plus tard, au bout de la ligne droite des stands, la Ferrari ralentit soudainement. Puis ralentit, encore et encore. Problème mécanique. Barrichello est en panne d'essence. Il est obligé d'abandonner. Ne me dites pas qu'il est en panne d'essence, il est en ralenti, il s'arrête, mais c'est arrivé déjà les années précédentes. Son rêve s'évapore, dans les stands Ferrari c'est la consternation. Jean Todt se prend la tête dans les mains, les mécaniciens baissent les yeux, impuissants. Et dans les tribunes, 200 000 Brésiliens se lèvent d'un coup, non pas pour l'acclamer, pour hurler leur désespoir. Barrichello sort de sa voiture, enlève son casque et fixe le sol. Le destin vient de lui voler sa course. Chez lui, devant les siens. Mais le suspense est loin d'être terminé. À présent, un duel imprévu s'engage en tête sous la pluie. David Coulthard, qui avait récupéré le commandement après la panne de Barrichello, plonge dans la voie des stands au 52e tour pour ravitailler et chausser des pneus neufs. Raikkonen se retrouve maintenant premier, mais juste derrière lui, une voiture inattendue, la modeste Jordan de Giancarlo Fisichella, talonne. 110 GP au compteur, 0 victoire. Ce matin, personne ne pariait un centime sur lui. Parti 19e, le voilà second. Il réalise la course de sa vie. Tour 54. Raikkonen commet une légère erreur dans le virage Mergulo. La McLaren glisse de l'arrière une fraction de seconde. Il passe. Fisico qui passe. Erreur encore de Kimi Raikkonen. Fisichella saute sur l'occasion, il plonge à l'intérieur et dans un superbe mouvement plein d'audace, il dépasse Raikkonen pour prendre la tête de la course. Dans l'habitacle trempé de sa voiture, Giancarlo Fisichella est en apnée. Son cœur bat à tout rompre, mais il reste concentré. Il sait qu'il peut écrire l'histoire dans quelques minutes. Il reste 2 tours interminables pour Fisico qui entend chaque vibration de son moteur Ford guette la moindre alerte de carburant. Tous les yeux sont rivés sur l'exploit qu'est en train de réaliser la Jordan quand soudain sur la portion en montée vers la ligne droite des stands, un bruit sourd éclate. La Jordan de Mark Webber part en tête à queue à plus de 280 km/h. Il perd le contrôle et vient taper violemment le mur de pneus extérieur. L'impact est terrifiant. La Jaguar explose, projetant une pluie de débris en plein milieu de la piste. Mais quelques secondes plus tard, une Renault bleu nuit déboule à pleine vitesse. C'est Fernando Alonso qui n'a pas vu le drapeau jaune agité et quand il aperçoit la monoplace détruite en travers, il est trop tard. La Renault percute de plein fouet l'une des roues arrachées de Webber. Sous l'impact, à près de 270 km/h, la suspension d'Alonso éclate et la monoplace vient s'encastrer violemment, de face, dans le mur de la piste. Dans les stands, plus personne ne bouge. Personne ne comprend ce qui vient de se passer. Le choc est frontal, brutal. Tout le monde retient son souffle. En quelques instants, le circuit est devenu un champ de ruines. Des commissaires se jettent au secours d'Alonso et le sortent de la voiture avant que celle-ci ne prenne feu. Dans les stands, personne ne sait ce qu'il se passe. On craint le pire pour Alonso. Drapeau rouge, fin de course. Heureusement, Fernando est conscient. Il est évacué sur civière vers l'ambulance, souffrant de contusions au genou et au coude. Plus des 3/4 de la course étant complétée, on peut définitivement arrêter l'épreuve. Mais qui a gagné ? Une question pourtant si simple qui va devenir un vrai casse-tête. À l'instant du drapeau rouge, Giancarlo Fisichella était en tête, ayant même entamé un 56e tour au moment de l'interruption.
Mais le règlement stipule de prendre le classement 2 tours avant l'arrêt en cas de drapeau rouge. Et dans les précipitations et la confusion, les officiers déclarent Kimi Räikkönen vainqueur. Le pilote Jordan n'en revient pas, après avoir tout donné, il s'est fait voler sa première victoire. Et pour en rajouter un peu plus, sa voiture prend feu à son entrée dans les stands. Mais quelques jours plus tard, la lumière se fait. Jordan apporte la preuve que Fisichella avait bien entamé son 54e tour avant l'arrêt officiel. La FIA reconnaît son erreur, et 5 jours plus tard, Giancarlo Fisichella est officiellement déclaré vainqueur du Grand Prix du Brésil 2003. Et une seconde cérémonie est organisée à Imola, ce sera Kimi Räikkönen lui-même qui lui remettra le trophée. Et c'est comme ça que s'achève ce Grand Prix considéré comme l'un des plus chaotiques que la F1 ait pu connaître.